Pour ce soir, ça va, quoi. Mais Super. surtout, retenez le reste. Le feu sacré de la culture, c'est l'insoumission. La première, c'était d'attendre le mois de septembre pour lancer la campagne. La deuxième, c'était de le faire plutôt au mois de juin. Puis la troisième, c'était de le faire dans la fenêtre qu'on avait identifiée entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Et au fur et à mesure des échanges, on a tous finalement convergé sur la même idée, c'est que le plus efficace, le plus pertinent, c'était de déclencher la campagne sur la fenêtre fin avril, début mai. Donc ensuite, on a eu une deuxième discussion pour identifier le moment qui était le plus pertinent, avec un débat entre est-ce qu'il fallait le faire avant la date de la manifestation du 1er mai ou après la date de manifestation du 1er mai. Et donc la date qui était la date identifiée, on va dire, c'était la date du dimanche 3 mai, ce qui fait qu'ensuite on a ouvert les discussions avec les chaînes de télévision, avec TF1 en particulier. C'était une date qui leur convenait aussi pour faire ce lancement de campagne. Et puis on a déroulé ce qui était le processus interne qu'on avait voté à l'Assemblée représentative, qui a fait suite aux élections municipales, et qui passait par le fait que sur la base d'une proposition de la coordination du mouvement, il y aurait une réunion de l'intergroupe, donc les députés nationaux, les députés européens, les maires aussi, et que c'est cette réunion de l'intergroupe qui ensuite allait valider cette proposition. Et donc c'est une réunion de l'intergroupe qui a eu lieu le dimanche 3 mai. Ça va, toi? Ça y est, tu sorti de la place. Bravo, les filles. Ça dit à profiter la vie. L'enjeu à ce moment-là de la campagne pour la communication, c'est que tout soit prêt pour que Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, dit je serai candidat si j'ai 150 000 signatures, et que tout soit effectivement prêt pour que les vidéos de Jean-Luc soient mises en circulation, que la plateforme fonctionne, que les gens puissent commander des affiches, que si des gens souhaitent rejoindre la campagne, ils puissent le faire sur les groupes d'action. La preuve, c'est la vitesse à laquelle on a réuni les 150 000 parrainages citoyens, qui était l'objectif. On l'a fait en moins de 24 heures, en moins d'une journée. Et puis, assez vite, on est même allé au-delà et on a dépassé quasiment un mois plus tard les 300 000 parrainages citoyens. Et donc, je pense que c'est la démonstration que le lancement de campagne a été parfaitement réussi. Ça s'est vu avec les parrainages citoyens, ça s'est vu avec le nombre de diffusion de tracts, de lettres, puisque Jean-Luc Mélenchon a produit une lettre au peuple de France qui a été largement distribuée, boîtée. Ça a été ouvert pendant un mois sur la plateforme et cette fois-ci on avait réussi à faire un système qui les rendait plus précises parce que les gens pouvaient cliquer sur le bon chapitre sur lequel ils souhaitaient contribuer. Soit pour ajouter une nouvelle mesure complètement, soit pour modifier des choses qui étaient dans l'avenir en commun. 24 000 contributions qui ont donné lieu à des synthèses par l'équipe et par les groupes thématiques qui ont été mises en ligne pour à la fois rendre compte en termes quantitatifs sur quel sujet il y avait le plus d'intérêt. Alors c'est à la fois lié, je pense, à un sujet, à quelque chose qui dit les intérêts des insoumis, par exemple sur le RIC ou les questions démocratiques de 6ème République, il y a eu énormément de contributions. Et ça dit aussi à la fois quelque chose des préoccupations, des luttes du moment. Qui dit actualisation de l'avenir en commun, dit chiffrage des mesures. Et donc on a toute notre équipe de chiffreurs qui sont en train de voir ce que coûte chaque proposition, quelles sont nos rentrées d'argent fiscal. Et donc ça demande un énorme travail d'actualisation du chiffrage aussi qui est réalisé dans le même moment. C'est un petit peu une marque de fabrique de notre mouvement que de réaliser de grands rassemblements populaires. Parce que quand le peuple se rassemble, il voit sa force, il prend conscience que si seul nous ne sommes pas grand-chose, collectivement, nous avons la force et la capacité de changer les choses. Et donc c'est
des moments toujours très importants pour nous que de rassembler et de donner à voir cette force populaire qui, une fois rassemblée, est capable de tout changer et est capable de l'emporter. Et donc, à chaque fois que l'on fait un meeting, d'autant plus que lorsque c'est un meeting de lancement de campagne, il y a cet objectif de donner à voir la force du peuple. Et c'est ce qu'on a réussi, puisque à Saint-Denis, nous, on a comptabilisé 26 000 personnes. Certains disent qu'il y avait davantage. Bon, certains, les médias traditionnels, disent toujours qu'il y avait moins. Bon, nous, on a l'habitude d'avoir une comptabilité sur la base des surfaces. En fait, on sait la surface qui peut accueillir du monde pour le meeting. On a plusieurs surfaces qui sont identifiées. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on était les équipes d'organisation du haut de la mairie, donc on avait une vue très précise sur les personnes qui étaient là. Je pense que les photos le montrent. Donc nous, on a estimé à 26 000 personnes le nombre de personnes qui étaient présentes. Et ça fait plus que le meeting de Attal, le meeting de Glucksmann, le meeting de Retailleau, le meeting d'Édouard Philippe réunis. Donc je pense que ça a été parfaitement réussi, en masse, en ampleur. On était très fiers aussi d'avoir à ce meeting, évidemment, l'intervention de Bali Bagayoko, qui est le nouveau maire de Saint-Denis, mais aussi on a souhaité donner la parole au début du meeting à 2 personnalités du monde de l'art et de la culture, 2 écrivains, mais des écrivains renommés, reconnus, puisque c'était Annie Ernaux qui est prix Nobel de littérature, c'était Éric Vuillard qui a eu le prix Goncourt, avec l'idée de montrer que la campagne qu'on déclenche, on veut aussi que ça soit une campagne qui soit une campagne culturelle, instructive, de bouillonnement culturel, où on apprend des choses aussi dans cette campagne. Et donc on était très fiers de donner la parole à ces deux personnalités-là. Et on essaye d'avoir de plus en plus d'émissions qui sont en direct, diffusées en direct sur les réseaux sociaux, avec ce mini-studio et le studio d'à côté qu'on a déployé. Et là, à l'heure actuelle, on en est déjà à, je pense, 4 ou 5 ou 6 émissions régulières hebdomadaires. Et l'idée, c'est de continuer à en faire davantage avec des sujets divers et variés. Par exemple, j'ai une proposition de parler d'économie qui m'a été faite, d'international. Et on a dans l'idée peut-être de créer des débats aussi politiques avec des adversaires politiques. Pour cette campagne, je lance une nouvelle émission. Elle s'appelle tout simplement En campagne. Elle aura lieu toutes les 2 semaines. On a fait un premier pilote en juin. Il y aura la première émission en public qui aura lieu aux amphis. Et puis l'idée ensuite, c'est qu'on la fasse régulièrement toutes les 2 semaines et peut-être toutes les semaines quand on se rapprochera de l'échéance de l'élection présidentielle. Cette émission en campagne, elle permet à la fois de raconter la bataille qui se passe à l'Assemblée et au Parlement, mais aussi d'inviter des syndicalistes, des associatifs, des chercheurs sur plein de sujets différents. Parce que nous, on a fait les calculs. ArcelorMittal touche tous les ans 300 millions d'euros d'aide publique. Si on nationalise, c'est 3 milliards d'euros. En 10 ans, c'est plié. Si demain Arcelor quitte le territoire français, ça va coûter en allocation chômage, diverses, sociales, tout ça, ça va coûter 1 milliard d'euros à l'année aux finances publiques. D'accord. Oh là, beau calcul. Bien calculé, tout a les gars. été détaillé, on a travaillé avec 2 économistes, donc on prouve par A plus B que nationaliser, à moyen terme, même à court terme, ça ne va rien coûter, quoi. Ça va être rentable pour le pays parce que si demain il n'y a plus Non, d'acier... puis sans acier, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire la transition écologique, on ne peut rien faire. Et ça sécurise. Vous laissez pas, quoi qu'il arrive, laissez pas faire. On ne le fera pas. Parce que le temps que... Non mais attends, il y a aussi... On va avoir des élections bientôt. Donc les élections, ça compte aussi dans une lutte. Et nous, on est engagés sur cette affaire. Il y a une majorité à l'Assemblée. Hein. C'est pas quelque chose qu'on invente. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour vouloir la nationalisation. Et nous, comme gouvernement, c'est la nationalisation qu'on fera. Ici, quand nous gagnerons dans 1 an, eh bien, je peux vous le dire à toutes et tous, nous tous là, eh bien, nous le ferons, la loi sera prête, elle sera sur la table, nous nationaliserons ArcelorMittal. Merci à vous toutes, à vous tous. C'est le groupe Insoumis qui a déposé la première proposition de loi. Ça se fait en parfaite harmonie avec les communistes. Tous les autres groupes votent ensemble. Donc, si vous voulez, l'affaire Arcelor et la nationalisation d'Arcelor devient du coup comme une espèce de tremplin d'une unité par la base.
de la gauche, hein, sur une ligne quand même radicale, parce que plus radicale que la nationalisation, c'est quoi après? Donc il n'y a pas. Hein, donc c'est sur une ligne de rupture. On veut que les nationalisations, quand il y en a, elles soient au service d'un projet. Mais encore faut-il avoir un projet. Nationaliser en soi, c'est un projet, si vous voulez, tout nationaliser. C'est ce qu'on s'était dit qu'on allait faire en 81. Puis on s'est aperçu que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il faut s'y prendre d'une autre manière, c'est-à-dire avoir un plan, avoir des objectifs et dire maintenant, nous ne nous interdisons aucun moyen pour atteindre nos objectifs. Et nos objectifs, c'est la planification écologique, c'est la décarbonation, voilà, c'est ça qu'on vise. Donc on fait ce qu'il faut pour ça. Toutes et tous, et je crois qu'on a plutôt bien réussi ce pari. Il y avait énormément de monde, beaucoup de jeunesse, beaucoup de gens qui étaient venus là pour écouter des artistes qui ont pris position aussi pour l'élection présidentielle, qui ont pris position contre le génocide en cours à Gaza, qui ont pris position pour l'émancipation de toutes et tous. Et je crois que les messages politiques qui ont été mis en avant pendant cette fête de la musique sont évidemment ceux que l'on porte et que l'on portera pendant cette campagne présidentielle. Et à partir du moment où on a annoncé une semaine avant la playlist, la liste des artistes qui allaient venir à ce concert, bon, il y a des opposants politiques, c'est des opposants politiques, le maire de Paris-Centre, le président du CRIF, qui ont commencé à essayer de créer en quelque sorte une polémique, en espérant par là même que les autorités se prennent peur. Ils se disent « Ah là là, il y a une polémique autour de ce concert, donc on va l'interdire. » Bon. Je crois que la France insoumise, par les positions qu'elle a prises depuis bientôt plusieurs années, sont assez alignées en fait avec ce que pensent certains artistes. Évidemment que c'est pas facile pour des artistes de prendre position et de prendre des positions politiques, mais je crois qu'ils ont compris que là aussi on était à un moment de bascule, la bascule dans cette campagne présidentielle entre une extrême droite avec une société archaïque ou une France insoumise avec une gauche radicale pour l'émancipation de toutes et tous, pour l'égalité des droits, pour les libertés fondamentales. Et en parlant de liberté fondamentale, c'est vrai qu'il y a eu la volonté du préfet de police de Paris d'interdire cet événement avec des arguments fallacieux, des arguments discriminatoires aussi auprès de certains artistes. Et je crois que ça a permis de mobiliser, surmobiliser les personnes qui étaient présentes pour dire que non, la censure, c'est pas possible dans notre pays, que non, on ne peut pas interdire les gens de faire la fête, de se réunir, de porter un message politique, et que cette fête de la musique était bien sûr politique. Et comme on le savait, ça s'est extrêmement bien passé, ça a réuni des milliers de personnes, sans aucun débordement, et avec des gens qui viennent pour faire la fête. Et entre les différentes musiques, il y avait quelques interventions politiques, mais le cœur, c'était d'abord un moment de fête, un moment d'art et un moment de culture. Ça les rend fous. Ah non, c'est fou. T'as vu la tête qu'ils font? Il y a beaucoup de rappeurs justement qui reprennent le drapeau français à leur effigie dans des clips. Ah mais vous les rendez fous, hein? Ah bon, ça les rend fous. Vous n'allez pas vous laisser faire, ça va prendre une bonne tournure. Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, à garder, c'est ça le plus important. Ouais. Tout le monde, pour les jeunes, les vieux, tout le monde. Parce que nous, on est devenus moins bêtes le jour où on a commencé à comprendre qu'il fallait à la fois des explications rationnelles et des affects. Et qu'on ne devait pas avoir honte de nos affects, de nos émotions, de notre envie de vivre, du lien qu'il y a entre l'envie qu'on a de vivre et nos idées. C'est pas deux mondes. Non mais sans déconner, dans les écoles d'ingénieurs où j'allais, de me dire à la fin, je suis avec vous mais il ne faut pas le dire. Et quand ça a été les nanas, c'est parti de tous les côtés. C'est moi qui leur disais, arrêtez, arrêtez, vous allez perdre votre boulot. Elles n'en avaient rien à foutre, elles criaient, le poing fermé. Et là j'ai su que les autres avaient perdu. Surtout quand on voit qu'on a voulu nous empêcher de monter sur scène, on était grave triste. Et de voir que finalement on arrive quand même à se réunir tous ensemble, à faire ça, à partager la musique, à faire sourire les gens, franchement ça fait trop plaisir. T'es vieux toi maintenant là-dedans, non? Dans quoi? Pas encore, non, rien, je suis encore celui à qui on fait tous les trucs de jeunes, t'inquiète pas. Mais il y a une nouvelle génération après, t'inquiète. Alors quand même, sinon vous allez croire que je vous fais la gueule. Mais non, jamais. T'as une culture politique spontanée de masse de notre côté. Là,
quand même la déclaration des droits de l'homme, l'article 1, tout le monde le connaît. Il termine la phrase à ma place. Alors ça te... Nous avons besoin dans cette campagne de parler de politique culturelle. Pas seulement de sauver des sous pour la culture, mais de rappeler ce qu'est la culture pour les gens. Et il y en a qui l'ont très bien compris, parce que ce n'est absolument pas un hasard si l'extrême droite mène par deux aspects une bataille contre les arts et la culture. D'abord, elle s'en prend aux arts et à la culture, et on lui a bien déroulé le tapis rouge pour le faire. Elle s'appuie sur l'affaiblissement du service public. Car oui, quand on demande aux artistes de se taire, quand on leur dit de se faire discret, quand on leur demande de la neutralité, eh bien on déroule le tapis rouge à l'extrême droite, qui décide de s'en prendre à la culture et de la mettre au pas. Et puis l'extrême droite, vous le savez très bien, elle s'appuie aussi sur le deuxième volet qui est la marchandisation de la culture. Et tout le monde a vu ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas seulement en train de mener une bataille contre la culture, ils sont en train de mener une bataille culturelle au sein des industries dont ils sont en train de s'emparer. Et là, prend le cheminement politique. Je crois que peu de gens ont compris dans le pays ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'activité culturelle. Nous parlons d'un secteur, si on prenait les choses simplement par leur niveau économique, on va dire il s'agit de 700 000 personnes qui ont un emploi, qui en vivent, qui ont une vie de famille et qui apportent quelque chose à la société dont personne ne conteste l'importance. Et même mieux, on va dire, comme c'est Avignon et que c'est le théâtre, le phénomène depuis 2 ans, c'est que les théâtres se re-remplissent beaucoup. Ce qui envoie un signal de la part de la population comme une demande de diversité, d'interpellation, quel rôle de la culture, hein, si on veut faire bref. Et tout ça est en train de mourir, j'allais dire à petit feu, mais c'est plus le cas des petits feux, maintenant on est carrément dans les grands feux. C'est-à-dire c'est des coupes terribles dans le financement public. Et puis entouré d'un discours infâme qui consiste à considérer la culture comme une espèce de supplément d'âme, hein, dont on peut se passer, il y a plus urgent et compagnie. C'est le Migou. Vous êtes le Migou? Oui, c'est ça, oui, c'est moi. Vous devez crever de chaud là, non? Ah, il fait sacrément chaud. Ça, je vous crois. Merci beaucoup. Je veux dire, vous avez la tenue pour ça. Bon courage. Trois mesures que vous avez proposées ce soir. Dès septembre 2027, si nous sommes élus, un référendum national sera convoqué sur le modèle de celui convoqué en 1988 pour pouvoir enclencher un référendum local sur l'indépendance qui pourrait avoir lieu non pas 10 ans plus tard comme en 88, mais 3 mois plus tard, c'est-à-dire en décembre 2027. Oui, Jean-Luc Mélenchon élu, nous nous engageons à faire accéder la Kanaki Nouvelle-Calédonie à son indépendance dès le 1er janvier 2028 avec, si elle le souhaite, entre 2 États souverains, libres de leur destin, reconnus à l'ONU, un accord d'association avec la France. Je le dis bien, si elle le souhaite. Parce que vous portez simplement la revendication de notre peuple. Parce qu'il y a des gens dans des quartiers, ils ont horreur que leur assiette, elle diminue chaque jour et chaque mois. Et quand vous venez amener ce message d'espoir, c'est de dire que ce soit les dotations de la République, tout ce qui nous rattache, ben elle permet de faire en sorte que tous les pays en bénéficient. L'accord là, qui va se faire, elle se fera avec nous, mais pas sans nous. Cette terre, elle nous colle à la peau. Et elle nous continuera à coller jusqu'à qu'on va finir là-bas. Mais si on doit finir, finissons ensemble. Quand j'ai annoncé ma candidature, on a eu une semaine qui était conçue comme un ensemble destiné à marquer le fait que j'étais candidat. L'impression qu'on avait, c'est que comme le fond de l'air était très... beaucoup d'agitation, beaucoup de gens dont on pensait qu'ils pourraient être candidats à la candidature et ainsi de suite, il ne fallait pas qu'on ait la grosse tête et qu'on croie qu'il suffisait d'apparaître pour que la situation soit active. Quand c'est une foule insoumise, il n'y a pas d'un côté, c'est pas un processus descendant, c'est un processus comme ça, ça circule.
Et on voit qu'il y a on appelle ça l'osmose. Hein. Une osmose, c'est un continuum. Alors après, bon, je ne te prends pas la tête avec la théorie, mais pour moi, c'est le triomphe d'un certain nombre d'idées. Nous ne sommes pas un parti d'avant-garde qui marche devant, séparé de tout le monde et qui donne la juste ligne. On est un parti d'osmose, c'est-à-dire qu'on dit des choses et comme elles sont entrées dans tous les cerveaux, dans tous les crânes, c'est qu'elles y étaient déjà et qu'elles commencent à amplifier, tu vois, voilà. Parce que la campagne ne s'arrête jamais totalement pendant l'été. C'est les caravanes populaires de la France Insoumise qui se déplacent. Il y a 4 caravanes, 4 parcours qui permet partout d'aller en particulier à la rencontre des gens qui ne partent pas en vacances l'été et en menant une campagne visant à sensibiliser sur l'inscription sur les listes électorales. Les caravanes, au départ, l'idée, c'est d'aller dans les quartiers populaires directement pour faire à la fois de l'accès à la citoyenneté politique, donc de l'inscription sur les listes électorales, parce qu'il y a 11 millions de personnes qui sont non et mal inscrites, donc 11 millions de personnes qui ont le droit de vote, mais qui le jour de l'élection se retrouvent souvent à ne pas pouvoir voter. Et avant 2016, l'État faisait des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales. Désormais, il demande aux communes de le faire, qui le font comme ils peuvent avec leurs moyens. Et donc, nous sommes, nous, le seul mouvement politique à faire de l'inscription sur les listes électorales pour dire que nous n'acceptons pas que certains de nos concitoyens, qui sont les plus jeunes, les plus pauvres, les moins diplômés, ne puissent pas participer à la décision collective et commune qui fixe l'avenir du pays pour les 5 prochaines années et pour bien plus encore parce qu'il y a un immense enjeu dans cette élection. Ce qu'on a montré en 2024, c'est qu'on peut battre la Macronie et sa politique de malheur et défaire l'extrême droite si on va en nombre aux urnes. Donc ça, c'est un travail qui a lieu pendant tout le mois de juillet. Et puis, dès le 15 août, c'est la rentrée politique avec d'abord ce qu'on appelle les amphigènes. À France Insoumise, c'est les universités d'été pour les jeunes. Mais avant ça, il y a une petite coupure estivale. Parce que pour mener une belle campagne présidentielle, pour être en forme, parfois, il faut prendre quelques semaines de repos. Je veux vous dire ceci, de même que notre projet est un projet collectiviste, de même qu'une équipe est là qui va se dévouer, de même, vous tous, vous toutes, vous devez savoir que ce type de train de l'histoire ne passe pas 2 fois. Pour une fois, nous avons, par notre travail politique, par votre capacité à agir, celle que vous avez démontrée jusqu'à présent dans chaque élection en renforçant notre mouvement. Vous savez que pour une fois, les étoiles sont alignées, que pour une fois, sans contestation possible, la première force politique de la gauche et du changement la voici. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne.